Bon, il paraît que mes explications d'hier étaient un tout petit peu trop obscures et c'était trop rapide. Alors je vais recommencer parce que c'est vraiment très, très important que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc je vais, on va dire, de trouver d'autres comparaisons et d'avoir une autre approche. Voilà. Il paraît que je fais trop confiance à la culture générale d'un Français moyen. Mais bon, écoutez, on se refait pas, je veux dire, je suis toujours dans votre surestimation. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on connaît bien le passé, l'histoire, ben, on peut prédire le futur. Parce que, vous voyez, c'est un cycle. Toutes les choses se répètent. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, dans les années 50, par exemple, plus tard, il y avait donc des usines et des fabriques. Excusez-moi si je reviens à ça, mais enfin, c'est important de le comprendre. À l'époque, donc, il y avait des usines et des fabriques dans lesquelles des gens allaient travailler, certes, à la chaîne, d'accord, mais je veux dire, tout au début, un seul membre des familles qui travaillaient pouvait subvenir aux besoins de toute la famille, d'accord? Oui, je dis, un ouvrier avait un salaire suffisamment important pour faire vivre la famille. Alors qu'à l'époque, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver comme super astuce pour donc diviser ce salaire en deux, voilà. Alors du coup, on a découvert que la femme pouvait être libre, voilà. Oui, la liberté de la femme, je dis en Occident, je dis en Europe en tout cas, et même en France, c'était une sacrée arnaque, voilà. Ça a permis justement de baisser les salaires de monsieur, parce qu'on disait, étant donné que la maman, elle va travailler aussi, vous voyez, donc elle compense que papa gagne moins, mais du coup, ça fait quand même un ouvrier de plus, voilà. Donc on peut plus facilement créer du chômage. Donc le papa, comment dire, il a une offre d'emploi qui est moindre, donc du coup, il fait moins la fine bouche, mais comme les mamans, elles travaillent aussi, donc du coup, ça se compense. Donc on arrive aujourd'hui à un stade où, je veux dire, un seul membre des familles ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. La maman, elle est obligée de travailler aussi. Voilà. Il est même pire, même parfois les deux salaires, je veux dire, on est ric-rac. Voilà. Mais bon, on n'est pas arrivé à ça tout de suite comme ça, d'accord? Je suis désolée pour tous les féministes, je suis d'accord avec vous que la femme est égale à l'homme, mais dans ce cas bien précis, on va dire que non, non, non. La libération de la femme, elle était faite uniquement pour les raisons mercantiles, d'accord? Bref. Donc, on arrive à une période, donc la grande libération de la femme, d'accord? Donc, on a déjà, on va dire, on verse des salaires plus petits. Mais, comme c'est très bien que les patrons, ils sont méchants, donc ils découvrent une autre astuce pour dire, tiens, on peut payer encore moins cher si on fabrique ailleurs. Donc, dans les années 90, on délocalise en masse. Mais on peut le faire aussi. Pourquoi? Parce que justement, le transport, ça devient plus abordable, d'accord? On a l'internet, donc on peut communiquer directement, d'accord? On peut, je veux dire, plus facilement transmettre l'information et des connaissances. Et donc, avec le temps, non seulement on commence donc à fabriquer ailleurs, mais on commence même pas à fabriquer ailleurs, on achète ailleurs des choses qui sont fabriquées là-bas et on le vend ici, d'accord? Alors on vend ici, mais bon, les gens à un moment donné, plus en plus au chômage, donc au début ils sont contents, vous savez, dans les années 80, je dis 90, surtout l'opulence, les consommations à l'outrance. Voilà. On a encore de l'argent, mais on voit, comment dire, des produits qui arrivent moins chers. Voilà. Avec le temps, ce produit augmente, donc la marge, on va dire, augmente, la qualité baisse parce qu'on est beaucoup plus intéressé par la marge, d'accord? Et les gens qui travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? On invente des crédits de consommation. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent qui sort de nulle part en leur disant que là, vous pouvez donc acheter tous ces bidules lesquels vous pouvez plus acheter parce que vous gagnez pas assez d'argent, mais donc vous pouvez rembourser en travaillant, en créant de l'énergie ou des trucs bidules, d'accord? Voilà. C'est une sacrée arnaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce système-là, on passe de système d'abord donc de gens qui créent de la richesse, donc travailleurs, travailleuses, on vous spolie, on vous ment, voilà, aux gens donc du coup qui deviennent des consommateurs, puis les gens qui deviennent des emprunteurs, d'accord, qui remboursent les dettes, voilà. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, voilà. On l'a déjà vécu, on va dire plusieurs centaines d'années en arrière, voilà. À l'époque de guerre de 30 ans, qu'on dit la guerre des religions. Encore une fois, je veux dire, c'est comme aujourd'hui, on dit qu'on fait les guerres pour la démocratie. C'est une grosse, grosse, grosse arnaque. Bref, avant donc cette guerre, en Europe, c'était un système féodal. Vous avez donc des grands seigneurs, des propriétaires terriens, un peu comme des propriétaires des usines et des fabriques, d'accord, donc, qui montaient et spoliaient les paysans, d'accord, qui travaillaient pour eux, et donc eux, ils subvenaient à leurs besoins. Les paysans, je veux dire, ils vivaient chichement, mais bon, ils avaient quand même de quoi vivre, voilà. À un moment donné, on a découvert les Amériques. Comme on a découvert la mondialisation, on a découvert les Amériques. Ce que je veux dire, ce cas, donc,
à l'époque féodale, donc les gens qui étaient riches, c'est les propriétaires à l'intérieur de terres, d'accord? Qui avaient donc des paysans et qui pouvaient créer de la richesse, et cette richesse était échangée contre donc le volume monétaire qui était donc sur le continent, qui était certes en baisse, mais enfin, je veux dire, qui correspondait aux choses fabriquées. Quand on a découvert les Amériques, c'est qu'on dire, on a découvert de l'or comme ça, pour rien. Donc, on a ramené tout ça en Europe, on a augmenté le volume monétaire et on a créé l'inflation. Un peu comme aujourd'hui quand on imprime de l'argent. On crée l'inflation et donc, vous voyez, l'argent perd de sa valeur et on vit moins en moins bien. Et la richesse, encore une fois, elle se déplace. Donc, à cette époque-là, au début, pareil, on vivait super bien parce que, je veux dire, on avait plein d'argent qu'on pouvait dépenser comme on veut, mais petit à petit, donc, les propriétaires terriens, ils s'appauvrissent parce que, je veux dire, l'argent, elle perd de la valeur et du coup, je veux dire, ils arrivent à moins subvenir à leurs besoins, mais aussi aux besoins de paysans qui sont là. Et les autres, donc, ceux qui vivent à la côte, donc ils continuent à gagner plus en plus d'argent, donc avec les Amériques, tout ça. Donc, vous voyez, je dis, on a, même, je dis, même les villes, vous voyez, je dis, Bordeaux, c'est une ville construite à cette époque-là, je veux dire, c'est vraiment de nouveaux riches, voilà. Alors que les pauvres paysans, ils crèvent. D'accord? Et les pauvres paysans, ben, ils étaient à l'intérieur de terre, comme par exemple, je veux dire, là où aujourd'hui il y a l'Allemagne, d'accord? Voilà. Donc, voilà, la guerre de protestants et de catholiques. Voilà, c'est ce qu'on dit la guerre de religion. Non, c'est juste parce que les uns commençaient à crever de la dalle et à un moment donné, ben, ça marchait pas. Et ce que se trouvait donc à cette époque-là, ce que je veux dire, les autres donc qui arrivaient avec tout leur pognon de bling bling, il fallait bien qu'ils arrivent à se défendre. Voilà, ben, c'est un peu comme ça. Alors du coup, il fallait trouver donc des systèmes, de nouveaux systèmes économiques, mais aussi politiques, voire idéologiques, pour protéger tout ce pognon-là. Voilà. Donc à la fin de guerre de 30 ans, dans lesquelles on dit encore une fois la guerre, les orthodoxes, pardon, les protestants et les catholiques. Mais aujourd'hui ici, on essaie d'expliquer que c'est des guerres de religion, de démocratie ou de je sais plus quel d'autres trucs à la noix. Mais bon, à l'époque, je veux dire, c'est pas même pas logique parce que la France, qui était un pays catholique, elle était du côté des protestants, voilà. Parce que la France, c'est un pays où il y a et des terriens, d'accord, et les grands bateaux, voilà. Donc, vous voyez, c'est même déjà à l'intérieur de la France, ça pourrait pas très bien fonctionner. Voilà. Bref. Ce que je veux dire, c'est que la guerre de 30 ans, c'était une guerre de changement des systèmes. On passe de système féodal à un système étatique, un système centralisé. Louis XIV, quand Louis XIV dit l'État c'est moi, voilà, c'est un peu ça. C'est l'État, donc c'est le rayonnement de l'État, c'est la France, c'est notre armée, notre monnaie, donc louis d'or ça valait quelque chose, voilà. Donc c'est donc tous les académies qui étaient créées, donc les constructions, vous voyez, l'argent qui arrive, mais en même temps, je veux dire, on recentre tout ça, donc voilà. La France, le rayonnement. C'est vrai, on pourrait comparer la France de cette époque-là à la France de Charles de Gaulle, voilà, pareil Charles de Gaulle, donc il parlait de la France, donc de l'État souverain, donc de son armée, de son argent, de tout le reste. Mais si vraiment il fallait comparer, je veux dire, la France de cette époque-là, centralisée justement dans ces changements d'État, j'aurais plutôt parlé de l'Europe, voilà. L'Europe centralisée, donc un gouvernement central, d'accord, c'est justement pour un peu contrôler tout ce bazar. Mais bon, la comparaison, elle est peut-être un petit peu trop rapide. Bref, laissons en Charles de Gaulle. Donc, on a la France toute puissante. À la fin de vie, donc Louis XIV, on va dire, il devient vieux, grincheux, malade, pas content, il y a beaucoup moins de fêtes, voilà. C'est à cette époque-là qu'ils se mettent à construire, on va dire, des églises. Voilà. Il n'y avait pas d'église, je veux dire, à Château de Versailles. Ouais. Il l'a construit juste à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il y a, je veux dire, un grand écart entre le style de construction. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, là, les mecs, ils commencent à avoir ras-le-bol de ce vieux grincheux. Donc, quand il meurt, waouh, waouh, waouh. Donc, ça y est, la fête, la fête, la fête. Donc, on a Louis XV qui arrive. Et là, donc, toujours le rayonnement de la France, mais surtout par les fêtes, par les cours. Enfin, pas les mêmes qu'avec, il ne faut pas comparer les fêtes de Louis XIV, le rayonnement de la France, et les fêtes de Louis XV, où c'était vraiment, je veux dire, on va dire, comment dire, c'était pas le même style, voilà, je veux dire. C'était genre je dirais pas les fêtes d'Eddie, mais à peu près dans le même style, voilà. Donc on claque de l'argent, et la France, donc, rayonne par des fringues, par des bijoux, par le vin, tout ça. C'est un peu, comment dire, vous voyez, ça vire un peu, je veux dire, au vinaigre, voilà. Et après, donc, on a, qui c'est d'autre qui arrive? Ben, le flamby, voilà. Non, pas parce que je dis Louis XV, s'il fallait le comparer avec un président donc français, ben, ce sera plutôt le président bling bling, voilà. Je dirais plutôt Sarkozy. Ou à la fin de Sarkozy, donc on a le Flamby qui arrive. Donc Louis XVI,
Et Louis XVI, voilà, donc disons, il arrive avec la France, voilà, qui ne veut plus grand-chose et avec lesquels on peut pas faire grand-chose. Et en plus, un truc génial, 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 donc on a la guerre en Ukraine. Enfin, pardon, je veux dire, la guerre aux États-Unis, les futurs États-Unis. Donc, je veux dire, vous avez les mêmes, donc les Britanniques qui se sont installés là-bas, ils se disent, tiens, ben, c'est beaucoup plus cool, hein, le climat est différent, voilà, on commence à s'enrichir, on ne voit pas pourquoi est-ce que cette richesse-là, on doit le partager donc avec, on va dire, les métropoles, voilà. Et du coup, ils mènent une guerre. Je rappelle, ils mènent une guerre sur le territoire, il fait plutôt beau vivre, parce que les autres, c'est toujours une colonie anglaise. Oui, oui. Le Canada, c'est pas un territoire indépendant. Non, non, c'est toujours une colonie de l'Angleterre, de Grande-Bretagne, et c'est toujours le roi qui donc valide le premier ministre. Tout comme d'ailleurs, comment il s'appelle, le 5e petit continent, l'Australie, c'est ça. Donc, c'est pour ça, donc, du coup, ils sont devenus super européens, tout simplement parce qu'ils se tiennent leur maître. Voilà. Bref, donc, ce que je veux dire, c'est que, donc, quand il y avait la guerre là-bas, les Français, ils n'avaient déjà pas beaucoup, beaucoup de sous, mais là, vous voyez, Flamby, mariée avec Antoinette, Marie-Antoinette, voilà. Une fille qui vient de je sais pas d'où, avec un accent pas possible, qui veut absolument se faire accepter, adorer, tout ça. Qui est la cour, les salons, tout ça. Alors donc il y a le Benjamin Franklin qui vient donc des États-Unis. Enfin bref, il y a toute une magouille qui s'installe et du coup la France, donc il veut aider donc les autres à se libérer de leurs oppresseurs, voilà. Mais comme elle a plus tellement d'argent, donc elle emprunte, voilà. Et il emprunte. La France, on l'emprunte. Donc, déjà, elle vire tout l'argent qui est là, d'accord? L'argent qu'on ne sait pas pourquoi n'arrive jamais jusqu'à là-bas. Donc, ce tort français est disparu, pas de nouvelles. Je ne sais pas s'il est disparu pour tout le monde ou pas. Mais en tout cas, je veux dire, là, les investissements, ils commencent à se faire pas tellement en or, mais aussi en argent, en papier. Voilà. Les Britanniques, à peu près, à ce moment-là, ils inventent l'argent en papier, d'accord? Et ils inventent la dette, voilà. Créancier, voilà. On commence à prêter de l'argent, voyez? On arrive à peu près, voyez, je veux dire, d'abord, il y en a un. Non, je dis, c'est la même chose. La dette de consommation, comme aujourd'hui, voilà. Donc, on a la dette aux Français. La France, elle s'endette, elle s'endette, elle s'endette, parce qu'elle espère donc de récupérer de l'argent des États-Unis le jour où eux, ils deviendront donc un pays, je veux dire, hein, stable, hein, qui fonctionne bien, voilà. Une fois que eux, ils ont réussi donc à fonctionner suffisamment bien pour donc être capables de rembourser, c'est à ce moment-là qu'ils vont rembourser. Que dalle. Vous comprenez bien que non, ils vont jamais rembourser. Voilà. Donc, bref. C'est pas comme les emprunts russes. Non. Les emprunts américains jamais n'étaient remboursés. Voilà. Mais bon, je vous dis, c'était si des emprunts un peu bizarres. En tout cas, la France, elle s'endettait pour. Bref. Ce que je veux dire, c'est que quand, à un moment donné, Louis XIV, donc les jours où on a publié vraiment ses comptes et on a réalisé vraiment l'énorme de la dette, on a vu que le moitié d'or qui était donc en France disponible ne pouvait pas couvrir la moitié de ces dettes. C'est pour vous dire que c'était énorme. Alors, il fallait trouver une solution. Du coup, on a la révolution, on coupe la tête au roi, mais, désolé, mais on garde toujours la dette. Et les créanciers, vous voyez, ils ont bien vu que Louis XVI n'était pas très, très, très cap, on va dire, de la rembourser, donc il fallait trouver une solution. Alors, donc, quand on coupe la tête au roi, donc bien sûr, donc il y a et je dirais, tout le monde s'arrange, hein, je dis, le Parlement, je dis, entre les Girondins, les Fayards, les Montagnards, le Soucy, le cela, tout le monde, je veux dire, la guillotine, à droite, à gauche, tout ça, je dis, pour tout le monde. Un vrai bordel, pardon. Enfin, c'était à peu près ça. Et donc, comme il fallait quand même, je vous rappelle encore une fois, la dette est énorme, trouver une solution. Donc, on trouve un petit Corse, voilà, donc on met à la tête de l'État, à qui on donne encore une fois du pognon pour qu'il aille faire la guerre. Voilà. Les guerres napoléoniennes, c'était pour rembourser la dette française. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand on met à la tête l'État aussi notre marquant national, et quand il dit, ah oui, je crois qu'il y a une transcendance. Voilà. Ben, c'est à peu près dans le même style. Donc, et c'est par hasard, comme par hasard, c'est toujours les mêmes qui prêtent de l'argent, donc dans un sens que dans un autre. Voilà. Et donc, les guerres de Napoléon, ils ont rendu extrêmement richissimes une petite famille de banquiers donc, qui vivaient en Grande-Bretagne et qui portaient le nom de Rothschild. Voilà. Voilà. Je dis éternel recommencement. Bref. Ce que je veux dire, c'est que le pauvre Napoléon, il est mal fini, et je crois que c'est même les Britanniques qui donc l'envoyaient sur l'île de Sainte-Hélène. Je ne sais pas s'ils savaient comment dire trop ou pas, mais la France, en tout cas, il a remboursé ses dettes, voilà, il a redémarré, mais il a démarré sous le sang, comment dire, sous les morts des pauvres Français et des pauvres Européens. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on arrive à une situation où, voilà, à un moment donné, c'est comme ça.
Et aujourd'hui, on est dans cet état-là. Aujourd'hui, on n'est pas capable de rembourser la dette, en tout cas aujourd'hui. Qui c'est qui nous le prête? On ne sait pas. C'est le secret le plus grand, je dis, gardé en France. En tout cas, on sait que pour le moitié, donc c'est la Banque centrale européenne, et la Banque centrale européenne, on les met au carreau, parce que les Américains, ils ont dit qu'ils n'allaient plus la subventionner, donc elle ne peut plus en prêter de l'argent. Il faut trouver de l'argent quelque part pour faire, donc, pour rembourser la dette, voilà. Donc, il y a 2 solutions. La première, donc, c'est encore une fois d'avoir un emprunt, mais là, donc, de faire une promesse, je veux dire, une promesse, je veux dire, mais une véritable promesse de effectivement rembourser et aller faire la guerre pour l'intérêt de on ne sait pas qui, voilà. Ou alors donc piquer l'argent de Français. On peut faire les deux. En tout cas, je veux dire, ceux qui vont prêter de l'argent aujourd'hui à la France, ce sera plus les. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on se retrouve avec la dette pour rembourser laquelle donc on est obligé de faire ce que les autres qui nous prêtent de l'argent nous demandent. De l'autre côté, l'autre moitié, donc la Banque centrale qui va plus nous prêter de l'argent, donc il faudrait bien les trouver quelque part, donc il faut bien motiver les Français pour dire que oui, il y a des méchants, tout ci, cela. Et la troisième solution, la guerre, parce que c'est aussi les économies. Aujourd'hui, la France, elle est obligée d'aller faire une guerre, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, parce qu'il faut déjà, on va dire, supprimer aussi des hommes, parce qu'on n'a pas de quoi les payer. Il n'y a plus de travail, et je veux dire, il n'y a plus de quoi payer le chômage. Voilà. C'est comme je dis, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Ça a été comme ça parce que je veux dire, à un moment donné, je veux dire, le système il fonctionne de telle sorte qu'on arrive à un moment là on devait arriver. Voilà, on peut pas arriver autre part. Voilà. Aujourd'hui, c'est où on a une révolution. Et là, je sais pas comment on fait, mais on aura de toute façon, je veux dire, la dette. Ou alors, on fait la guerre. Voilà. Et c'est triste, mais bon. Espérons que donc au moment de changement des systèmes, des autres, donc de nouveaux systèmes, parce que je vous rappelle que nous on se trouve dans l'ancien système, c'est-à-dire qu'a priori, je dis, on va perdre, ça c'est sûr, c'est juste une question de à combien on va perdre, voilà. Mais on va perdre. Voilà. Et les autres, ben, ceux qui vont gagner, il faut voir, je veux dire, de quelle façon, je veux dire, réfléchie et raisonnable, ils vont donc mener cette guerre. Mais cette guerre-là, elle aura lieu, elle a déjà lieu. Est-ce qu'elle aura lieu avec la France impliquée dedans? Je n'en sais rien. Mais, vous voyez, je veux dire, c'est inévitable. C'est un système. Ça fonctionne comme ça. On arrive à ce moment-là parce que, je veux dire, ça a été programmé. Ça fait au moins depuis 1 an. Depuis que j'ai cette chaîne, j'essaie de l'expliquer pour dire que ce sera inévitable. Voilà. Bref, j'espère que c'était plus clair. Voilà. Écrivez-moi, s'il vous plaît, pour me dire si c'est plus clair qu'avant. Et sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à me poser les questions. Je vais essayer donc de réaméliorer, je veux dire, mon explication. Mais le système, vous voyez, encore une fois, c'est exactement comme ça. L'Europe, aujourd'hui, c'était ça. C'était une belle idée à la base, avec des vraies valeurs, des vrais, etc. Et ça a devenu, voilà, on est arrivé à Flamby. À l'Europe, c'est exactement pareil. Mais sauf que là, aujourd'hui, l'Europe, c'est pas Flamby. Non, non, non. Là, l'Europe, c'est justement, on a fait la révolution et on essaie de garder le pouvoir. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où on est mal, 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 mal. C'est peut-être pas exactement identique, mais enfin, je veux dire, la situation dans laquelle on souffre comme ça, je dis, elle était programmée. Elle était programmée, peut-être même par des gens, mais elle était programmée par le système qui ne pouvait que amener à ce point-là. Voilà. Comme disent les Grecs, l'éternel recommencement. Voilà. Allez, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.